Chers amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un aspect essentiel de Warhammer Fantasy, quelque chose qui me semble essentiel dans le monde et quand on y joue, on ne doit pas l'ignorer. Et je voulais vous en parler, donc en fait, voir comment ça s'intègre dans les règles, ce point très important. Alors quand on commence à jouer à Warhammer, en fait, on a l'impression qu'on joue à Donjon ou n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy. Puis, au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que l'histoire avance, que les personnages avancent, bah, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de jouer à Cthulhu. Ouais, je sais. Mais aujourd'hui, je voulais aborder en fait un point essentiel du jeu. Je voulais aborder la corruption. Alors la corruption, elle est amenée dans le monde de Warhammer en fait par les puissances de la ruine, par les dieux du chaos. Elle est amenée par Khorne, Khorne qui est le dieu du sang. Euh, Elle est amenée par Tsenj, Tsenj, le grand sorcier, l'architecte du changement. Ces deux-là sont les dieux chaotiques les plus puissants. Ensuite, on va avoir Nurgle. Nurgle qui va être le dieu de la pestilence, le dieu de la... comment dire le maître de la pourriture. Et enfin, on va avoir Slaanesh, le prince du chaos, le grand tentateur. Et c'est par ces quatre puissances qu'on appelle également, on les appelle les dieux du chaos, mais également les puissances de la ruine. C'est par ces quatre entités chaotiques que le chaos se répand sur le monde de Warhammer et sur le vieux monde, et ce qui fait que les armées de tout l'Empire luttent contre ces sbires depuis des millénaires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la corruption dans Warhammer et comment ça s'articule. Alors dans Warhammer, en fait, l'ensemble des règles de la corruption, enfin presque, pour une fois, ne sont pas éparpillées un peu partout. Elles se trouvent entre la page 182 et la page 183. Alors bien entendu, je parle de quoi? Je parle de Warhammer, je parle de la V4. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est dans le jeu? Quels sont les mécanismes pour intégrer la corruption? Alors déjà, on a les points de corruption. Alors les points de corruption, c'est une jauge, on va dire, qui ne cesse d'augmenter, enfin quoi qu'on peut en perdre, mais ça on verra ça plus tard, qui augmente jusqu'à atteindre un seuil critique, on va dire, qui est le bonus d'endurance plus le bonus de force mentale. Alors, où vous trouvez ce bonus? Je rappelle que dans Warhammer, en fait, les bonus sont les dizaines. Donc, vous allez prendre votre endurance, vous allez prendre le chiffre de la dizaine, et vous additionnez votre force mentale, enfin, le chiffre de la dizaine de votre force mentale, et vous obtenez ce seuil, en fait, qui, au-delà duquel, si vous gagnez encore des points de corruption au-delà, eh ben, ça risque, et ça va, mal se passer. Voilà. En sachant que sur la feuille de personnage, il y a pas, on peut noter les points de corruption qu'on gagne, les corruptions, les mutations qu'on peut subir, mais je n'ai vu nulle part sur la feuille officielle en fait un seuil indiquant en fait le maximum de points de corruption que vous pouvez entre guillemets encaisser. Ensuite, en fait, il y a deux compétences qui permettent de gérer tout ça. Il y a la résistance. Donc la résistance, elle est basée sur l'endurance, et nous avons le calme qui est basé sur la force mentale. Alors la résistance, ça va être plutôt pour résister en fait à des influences corruptrices physiques, et le calme va plutôt agir sur les influences corruptrices mentales. Bien, donc maintenant je vais aborder avec vous plusieurs points, c'est-à-dire comment on gagne les points de corruption, comment on peut en perdre et qu'est-ce qui se passe si on dépasse ce fameux seuil de tolérance, on va dire, de votre personnage. Alors, les points de corruption, comment on les gagne? Alors, on peut les gagner volontairement et involontairement. On peut déjà, par l'intermédiaire d'un sombre pacte, alors c'est pas vraiment un pacte avec un démon, hein. Ça va être, vous allez voir, en fait, comment ça se passe. Dans Warhammer, quand on rate un jet, on peut dépenser un point de chance pour le relancer, par exemple. Mais on peut le faire qu'une fois. Avec le sombre pacte, vous pouvez donc, en cas désespéré, invoquer une puissance de la rune pour vous aider. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir relancer le dé,
Donc, parce que vous pouvez, votre jet, quand vous l'avez relancé avec la chance, n'a pas suffi, ou alors parce que vous n'aviez plus de points de chance, donc là, vous pouvez appeler à une puissance de la ruine pour vous aider. Dans ce cas-là, vous relancez le jet, et en contrepartie, vous gagnez un point de corruption. Ça, c'est le premier, on va dire, premier moyen de gagner, entre guillemets, des points de corruption. Ensuite, nous avons les influences corruptrices. Alors, les influences corruptrices, il y a 3 niveaux d'influence corruptrice. On a les influences mineures. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être en présence d'un démon mineur. Ça va être avoir des pensées, comment dire, des pensées de vengeance, de ce genre de choses, quoi. Ça va être en présence d'un artefact un peu corrompu. Enfin, ce genre de choses, ça va être une influence mineure. Les influences mineures, en général, ne vont agir que sur les personnages enfin sur les personnages de faible force mentale. Alors, pour y résister à une influence mineure, enfin, donc quand vous êtes exposé à une influence mineure, en sachant qu'il y a des sorts aussi qui peuvent vous faire gagner des points de corruption dans ces influences. Alors, quand on est soumis à une influence mineure, votre personnage gagne un point de corruption. Il peut faire un jet, donc ça va être un jet de résistance ou un jet de calme, hein, comme je disais, résistance pour le physique, calme pour le mental. Et dans ce cas-là, s'il réussit son jet de résistance, bah, il ne gagne pas le point de corruption, terminé, basta, parfait. Ensuite, nous avons l'exposition intermédiaire, qui est de 2e niveau. Là, ça rigole déjà plus. Hein, on peut se retrouver face à plusieurs démons, être en contact avec un artefact profané, hein, genre un morceau de malpierre par exemple, ou alors s'abandonner à la rage, hein, s'abandonner effectivement à la colère. Dans ce cas-là, une exposition intermédiaire va vous donner 2 points de corruption. Vous allez pouvoir toujours, comme avec le type d'exposition, vous allez pouvoir également lancer un dé pour résister, donc toujours pareil, hein, résistance ou calme. Et là, par contre, vous devez réussir un degré de réussite de 2. Et si vous ne le réussissez que de 1, vous prenez quand même un point de corruption. Et bon, si vous le ratez, vous prenez les 2. Par contre, si vous avez 2 degrés de réussite, dans ce cas-là, vous ne prenez rien du tout. Et enfin, le niveau 3, donc le plus fort des influences néfastes, donc c'est l'exposition majeure. Alors là, l'exposition majeure, ça va, alors c'est toujours pareil, être en face d'un démon majeur, mais également conclure un pacte avec un démon. Alors là, c'est pas comme les sombres pactes, ça va être un pacte, je ne sais pas, vous êtes un noble déchu et vous voulez retrouver votre lustre d'antan, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer un pacte avec une des puissances de la ruine, qui, en échange, c'est clair, vous allez prendre 3 points de corruption dans la poire. Et là, 3 points de corruption dans la poire, ça fait beaucoup. Pour repousser ces 3 points sur les jets de résistance, il ne faut pas 1, 2 ou 3 succès. Non, il en faut 4. Il faut 4 réussites sur son jet de résistance ou son jet de calme. Si vous faites que 2 ou 3 réussites, vous en annulez 3, donc en fait vous n'en prenez donc qu'un. Mais par contre, si vous faites un degré de 0 ou 1, dans ce cas-là, vous en prenez 2. Bon, bien entendu, si vous ratez, là, vous prenez les 3 points dans la poire. Et en fait, pour vous donner une petite idée, j'ai fait le tour de mes joueurs et je leur ai demandé combien leur personnage avait de points de ce fameux seuil de corruption. Hein, donc le bonus de force mentale plus le bonus d'endurance. Alors ça tourne de 4, et j'ai un personnage qui n'a que 4, et au maximum, je crois que ça monte à 7. Donc vous voyez, quand on prend un point de corruption, eh ben, c'est déjà beaucoup. Les expositions majeures à coup de 3, c'est vraiment énorme. Voilà. Donc déjà, les points de corruption, ça nous montre comment on peut les gagner. Est-ce qu'on peut en gagner d'autres autrement? Oui, il y a encore une dernière manière de gagner les points. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout, je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre manière pour gagner des points. On a fait le tour, donc voilà pour les points de corruption, comment votre jauge va monter. Alors pour moi, il y a quand même quelque chose d'essentiel dans cette affaire.
C'est-à-dire que quand vous êtes face à une manifestation du chaos, ça va être au MJ de mettre ça en ambiance. Hein. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, bah, tu prends un point de corruption. Il va falloir mettre ça en ambiance. Pareil quand un joueur, pour relancer un dé, passe un sombre pacte. Le maître de jeu devrait, quand il relance le dé, un espèce, je ne sais pas, après on peut tout imaginer, quoi, un nuage noir qui cache le soleil, des feuilles qui se fanent quelque part, enfin, pour montrer cette manifestation euh, non naturelle. Donc ça, il faut vraiment... les points de corruption sont, pour moi, un très gros... comment dire ont un très gros potentiel de roleplay, et il ne faut pas le négliger, parce que c'est justement un peu ce qui va faire tout le sel. Alors il existe un autre, maintenant, des moyens de faire baisser, de perdre des points de corruption. Alors, comme vous vous en doutez, avec avec les puissances de la ruine, ce n'est pas gratuit. Hein. Donc en fait, on commence déjà par les sombres murmures. Donc là, ça va intervenir sur le côté un peu sadique du MJ, parce qu'en fait, à un moment donné, à un moment bien choisi, quelque chose un peu climatique ou ce genre de choses, vous allez peut-être proposer à un de vos joueurs que les puissances de la ruine seraient peut-être intéressées par le fait que vous libériez le prisonnier. Que vous fermiez les yeux lors d'un tour de garde, que... Enfin, ce genre de choses. C'est pareil, hein, il faut que ça soit climatique, etc. Mais alors dans ce cas-là, c'est que le MJ propose et le joueur dispose. C'est-à-dire que le joueur peut très bien accepter ou refuser ces voies, ces incitations. S'il refuse, bah, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout, pas de pénalité, machin, etc. Par contre, s'il accepte, eh ben, il va faire ce qu'il avait accepté. Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'il va perdre il va perdre un point, c'est bien ça, hein, oui, il va perdre un point de corruption sur sa jauge de corruption actuelle. Hein, donc son niveau de corruption va baisser de 1. Il y a un autre moment, c'est-à-dire que quand les puissances de la ruine commencent un peu à gagner le cœur d'un personnage, celui-ci, alors là, ça va être peut-être au MJ ou de proposer, enfin, ou aux joueurs de rechercher l'absolution. Alors l'absolution, ça peut pas être un truc simple, hein, l'absolution. L'absolution sera forcément quelque chose de compliqué. Ça peut être une quête initiatique, ça peut être embrasser la foi d'un autre dieu qui le pardonnera, ou pas. Ça peut être, que sais-je moi, aller purifier un territoire chaotique. Ça peut être un pèlerinage guerrier dans les terres du chaos. Ça peut être un tas de trucs. Et là, alors là, ça va être complètement à l'intention du MJ pour voir si le joueur, en fonction de ce qu'il va faire, si le personnage, en fonction de ce qu'il va proposer, en fonction de l'absolution qu'un autre dieu va pouvoir lui accorder, et ben peut-être que là, il va peut-être perdre une partie, ou voire même tous ses points de corruption, si possible. Ça, c'est les manières, on va dire, standards de perdre des points de corruption. Parce que la troisième, elle est moins sympa. On va voir ça tout de suite. Alors la dernière manière de perdre des points de corruption, si j'ose dire, c'est la mutation. C'est-à-dire, une fois que vos points de corruption ont atteint le fameux seuil, donc du bonus de votre force mentale, plus le bonus de votre endurance. Quand vous arrivez à ce seuil, vous allez devoir faire un test de résistance. Si vous le ratez, eh bien vous allez subir une mutation. Alors, en tout cas, ce n'est pas totalement automatique, car vous pouvez dépenser un point de résilience
pour ne pas subir la mutation. Je rappelle que les points de résilience sont en fait des jauges de points, entre guillemets, de héros, qui eux ne se regagnent pas. Hein. Donc ça va être... mais par contre, si vous dépensez un point de résilience, vous n'allez pas perdre en fait de points de corruption. Hein. Vous allez tout simplement ne pas subir la mutation. Quand vous subissez la mutation, la première chose que l'on fait, c'est que vous déduisez votre bonus de force mentale à vos points de corruption accumulés. Et c'est tout. Ça veut dire que vos points de corruption ne redescendront jamais en dessous du bonus d'endurance que vous avez. Hein. Admettons que vous ayez, je ne sais pas, 3 en bonus de force mentale, 4 en bonus, ou 5 en bonus d'endurance, par exemple. Donc vous êtes arrivé à 8, donc vous perdez 3 points de corruption. Pourquoi? Parce que c'est votre bonus de force mentale. Mais par contre, les 5 points d'endurance, les 5 points que vous avez pris par rapport à votre bonus d'endurance, c'est pas exactement ça, mais les 5 points que vous avez pris, ceux-là, ils sont définitifs. Hein, ça veut dire qu'une fois que vous avez subi cette première mutation, il ne reste plus que votre force mentale pour résister à d'autres mutations. Alors bien entendu, ce seuil de bonus, ce seuil de corruption, j'ai un peu de mal, ce seuil de corruption va pouvoir réaugmenter en étant de nouveau en présence d'influences corruptrices, etc., etc. Et dès qu'il va de nouveau atteindre bonus de force mentale plus bonus d'endurance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de nouveau, une corruption. Alors, la corruption, ça se manifeste comment? Vous avez déjà une petite table, hein, en fonction... Enfin, toutes les races ne sont pas égales face à la corruption. Par exemple, les elfes ne subiront jamais une mutation physique. Vous n'allez jamais voir un elfe avec une tentacule. Les nains et les hobbits, très très rarement. Les humains, par contre, en fait, c'est du 50-50. Parce que vous pouvez subir une mutation physique ou une mutation mentale. Alors, il y a le petit tableau, et puis après, je vous donnerai peut-être une petite suggestion qui peut être intéressante. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez un tableau, donc page 184 et 185, vous avez deux tableaux, en fait, le tableau de corruption physique et le tableau de corruption mentale. Alors, effectivement, là, on ne rigole pas, hein. Ça peut être œil énorme, ça peut être plume éparse, ça peut être court sur pattes, ça peut être écaille épineuse. Ça, c'est les manifestations physiques. Par contre, celles-là, elles vont se voir. Hein. À terme, elles vont se voir. Enfin, il y a des chances qu'elles se voient, à moins que le personnage arrive à les cacher sous des vêtements ou ce genre de choses. Ou du maquillage, ou que sais-je. Et vous avez la corruption mentale qui, elle, va... alors, la corruption physique, elle est assez simple à voir. Hein. On vous dit, par exemple, je sais pas, peau d'acier. Donc ça donne plus de points d'armure à toutes les localisations, et moins 10 en agilité. Les poux d'acier, on arrive bien à l'imaginer. Par contre, effectivement, là, sur la corruption mentale, par exemple, vous avez plus 10 en force mentale, moins 10 en sociabilité. C'est cœur desséché. Donc ça, je pense que il faut que ça soit... il ne faut pas se contenter de prendre les bonus, si vous voyez ce que je veux dire, ou les malus. Il faut vraiment que la corruption mentale, que le joueur la prenne en compte pour jouer son personnage. C'est essentiel. Il faut que ça se traduise en roleplay. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bien. À propos de roleplay, d'ailleurs, moi, je pense que quand un des personnages subit une de corruption, il faut prendre, d'ailleurs, il y a l'option qui s'appelle manifestation lente, et pour moi, ça ne devrait même pas être une option. C'est pas parce que tout d'un coup, vous avez passé le seuil de corruption que tout d'un coup, ping, vous avez une corne qui apparaît. Non. Celle-ci devrait se manifester par les premiers jours par des démangeaisons, puis peut-être une légère, une légère bosse, puis une décoloration de la peau, etc. Il faut que la mutation soit lente. Il faut que la mutation apparaisse petit à petit, insidieusement, que le joueur ait le temps déjà de l'intégrer. Et ça peut donner des moments de roleplay assez sympas. Donc ça, c'est pour les corruptions mentales et les corruptions physiques. Alors, il y a quand même quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est que dans le compagnon de l'ennemi dans l'ombre, hein, donc le compagnon de la campagne impériale, on a
des corruptions, des mutations mentales et des mutations physiques. Et là, où c'est très intéressant, c'est que c'est en fonction des 4 puissances de la ruine. Donc vous avez une table pour Korn, une table pour Nurgle, une table pour Slaanesh et une table pour Tsench. Et toutes ne peuvent pas avoir, par exemple, même, il y a certaines mutations qui ne peuvent pas apparaître chez une influence du chaos particulière, alors que sur une autre, elle peut l'apparaître. Par exemple, je ne sais pas, Poardan, par exemple, c'est une manifestation de Korn ou de Tsench, par exemple. Mauvais œil ne peut pas apparaître chez Korn. Alors, bien entendu, nous n'avons pas dans Warhammer une jauge de corruption par puissance de la ruine. Peut-être, ça peut être intéressant pour le maître de jeu de s'inspirer de ça, genre à la fin, qui est la puissance de la ruine qui a plus corrompu, ou alors qui a fini par briser en fait le personnage, et peut-être lui donner une des mutations qui sont dans le compagnon. Moi je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs il y en a un peu plus, et pareil, nous avons aussi les mutations mentales, il y a les deux dedans. Et donc, séparer, effectivement, en fonction des puissances de la ruine, moi, je trouve ça assez intéressant. Donc après, ça marche très bien avec les tables du livre de base, mais je trouve que celle-là donne peut-être un peu plus de profondeur. Alors, voilà en gros pour la présentation au niveau des règles qui impliquent la corruption. Je mettrais quand même un petit avertissement aux MJ débutants ou aux MJ qui ont envie de jouer avec ça. Soyez quand même très prudents, parce qu'en fait, les points de corruption, les joueurs en ont assez peu finalement, hein, surtout quand ils commencent leur carrière. Ils vont en avoir, là par exemple, comme je vous disais, dans mes joueurs, il y en a qui a 4 points de corruption, ce qui est très peu, et, enfin 4 points de résistance à la corruption, on va dire, et ça monte jusqu'à 7. Et vous voyez que quand on a des influences corruptrices à 1, 2 ou 3, tout de suite on se retrouve déjà avec un pourcentage attaqué. Donc en sachant qu'il y a des sorts également qui peuvent vous faire prendre des points de corruption. Donc la jauge peut monter très très vite. Et d'ailleurs en fait dans le livre de base, on vous dit d'ailleurs de faire très attention à ça, hein, parce que un personnage, un personnage corrompu, c'est très souvent une condamnation à mort. Bon, il va peut-être pouvoir s'en sortir si la mutation, il peut la cacher. Par contre, s'il ne peut pas la cacher, celle-là, elle sera enlevée par le répurgateur et par le feu. Hein, donc, effectivement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, alors, ça, c'est le truc qu'il faut faire très attention. Il faut y aller, à mon avis, par petites doses pour éviter de détruire un personnage rapidement. Alors, ça, c'est la partie noire, mais il y a quand même une partie très intéressante dans la corruption, parce que au fur et à mesure que les points de corruption vont monter, et même une mutation qui se déclenche, et ben ça, c'est quand même un putain de roleplay possible, quoi. Ça va donner une touche extraordinaire à un perso. Ça va. Enfin bon, il y a plein de trucs. On peut jouer énormément là-dessus. Euh, pour moi, la corruption, j'ai déjà vu des maîtres de jeu qui étaient tentés de ne pas la jouer, justement à cause de ce côté peut-être un peu définitif, hein, d'une mutation, on va dire, surtout dans l'Empire. Cela peut donner, au contraire, euh, des opportunités de jeu quand même très intéressantes, hein. Vous pouvez imaginer même un personnage qui s'exile, qui qui part à l'autre bout du monde pour absoudre les tentations auxquelles il a pu céder aux puissances de la ruine, etc. Donc en fait, il ne faut pas que les joueurs prennent ça pour une punition. Donc ça fait partie du monde. À Warhammer, vous pouvez mourir d'un tas de manières différentes. C'est un des seuls jeux où on peut mourir d'une chiasse, hein, que je connaisse, hein. Vous pouvez mourir de maladie, vous pouvez mourir d'un coup d'épée dans la gueule, et vous pouvez aussi mourir par le feu d'un répurgateur qui n'a pas aimé votre nouvelle apparence.
avec vos deux belles cornes démoniaques qui viennent de pousser dans le dos. Voilà ce que je pouvais dire pour la corruption. Donc, comme d'habitude, bah, je ferai d'autres vidéos hein, sur Warhammer, j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc, celle-là aborde la corruption, j'en ferai peut-être d'autres. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez-le aussi. Si ça vous a pas plu, mettez-le également. Et en tout cas, eh ben, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, et moi ça me fera vachement plaisir. Et voilà. Donc bah écoutez, bon jeu à toutes, bon jeu à tous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.